Ravi de vous retrouver. Ici Katerina Nesterenko. Aujourd'hui, l'Ukraine réagit avec fermeté et sans détour. L'Ukraine bombarde Bryansk avec des missiles HIMARS et Neptune. La centrale de Luch à Belgorod est détruite. Communication coupée, centre de contrôle en chaos. Les Russes doivent activer d'urgence Starlink par peur de nos frappes. Akhmat ne se rend pas ? Les combattants de Kadyrov libérés de captivité ont raconté qu'ils s'étaient rendus sans combattre, car leur commandant avait simplement pris la fuite. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Le FSB a déclaré qu'un Ukrainien était impliqué dans la tentative d'assassinat du général Alexeyev. Mais il y a des nuances. L'OTAN dit clairement qu'un cessez-le-feu en Ukraine ne lui est pas avantageux. La Russie prépare une nouvelle offensive estivale sur Zaporijia et Orban nous qualifie d'ennemis. La Grèce a arrêté un colonel de l'armée de l'air pour espionnage au profit de la Chine. Pendant ce temps, Pékin refuse les négociations nucléaires avec les États-Unis et la Russie. La Suède et le Danemark nous fournissent des systèmes spéciaux anti-drones Shahed pour protéger notre ciel. Contre les drones russes, nous parlerons de tout cela dans quelques secondes. Mais tout de suite, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas vous perdre sur YouTube. Eh bien, commençons. Belgorod s'est retrouvé sans chauffage après une frappe des forces armées ukrainiennes. Le soir du 7 février, des troupes ukrainiennes ont attaqué des installations énergétiques dans les régions frontalières de la Fédération de Russie. Il y a un blocage à Belgorod. Environ 80 000 personnes sont privées de chauffage et des milliers d'autres de gaz et d'électricité. Faites preuve d'une extrême vigilance. Un péril imminent et particulièrement redoutable vous guette au moment précis où les premières lueurs de l'aube commencent à poindre à l'horizon. Danger à l'aube. Allons au sous-sol ou dans l'espace souterrain. Danger à l'aube. La centrale thermique clé Luch a subi de graves dommages. La protection extérieure est détruite. La station est vulnérable à de nouvelles attaques. 3000 personnes supplémentaires sont sans gaz, 1000 sans électricité. Les radiateurs éclatent et fuient. Des centres de chauffage ouvrent en urgence. L'Ukraine a frappé la région de Bryansk avec des missiles Neptune et HIMARS. Dans plusieurs localités, le chauffage et l'électricité sont coupés. À Novorossiysk, des explosions ont été signalées dans le port local. Je rappelle que là-bas, la flotte de la Fédération de Russie y est basée. Une explosion violente, il y avait de la fumée, il y avait de la fumée, il y avait de la fumée. Je ne sais pas, c'est l'infertilité. Quelque chose a volé ou un missile a été lancé. Maman a dit qu'un missile avait été lancé, il y a eu une explosion très violente, vraiment très violente. C'est la réponse miroir de l'Ukraine aux frappes massives de la Russie contre notre secteur énergétique. Les Russes ont essayé de geler les Ukrainiens avec des centaines de drones et des dizaines de missiles. Mais les forces armées ukrainiennes montrent que ce jeu peut être à double sens. Nous frapperons la Russie tant qu'elle nous frappe. En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi raisonnables. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si chez vous on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir. Et nous continuons pour l'instant. La suite est la plus intéressante. En une seule nuit, nous sommes retombés à l'âge de pierre. Cette vidéo, je ne la publierai que lorsque je le pourrai. C'est-à-dire qu'Elon Musk a coupé Internet sur tout le front. Autrement dit, nous ne pouvons plus utiliser Starlink. Désormais, seules les personnes qui confirment leurs informations personnelles peuvent utiliser Starlink, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que les pitons peuvent l'utiliser sans problème. Nous, même pour les tâches les plus simples, nous ne pouvons pas travailler parce que nous n'avons pas de connexion. Nous n'avons tout simplement pas de connexion pour pouvoir coordonner nos missiles. Bien sûr, il est possible de trouver une solution. Alors nous attendons. La Russie reste hystérique face à l'arrêt massif du réseau Starlink. Z-Voinkors appelle déjà les soldats russes à éteindre complètement tous leurs appareils. On craint que les forces de défense ukrainiennes ne collectent des données sur l'emplacement des terminaux actifs et ne les ciblent. Les jeunes Russes sont également mis en garde contre tout transfert d'argent si quelqu'un leur promet de le débloquer. Et Tourneau, ils disent n'être des escrocs. Tous les terminaux destinés aux Russes sont bloqués.
Il est temps de les oublier. Depuis près de 4 ans, nous entendons dire que les hommes de Kadyrov ne se rendent pas. Ramzan Kadyrov lui-même et ses hommes de main en parlent. Mais cette légende s'est fissurée. Une brèche sous la forme de 20 combattants Akhmat, qui non seulement se sont rendus, mais se sont rendus sans combattre parce qu'ils... C'est alors que le commandant, debout sur le pont et observant l'horizon avec une grande attention, a finalement décidé de rompre le silence pour lancer ses ordres. Il s'est adressé d'une voix ferme à tout son équipage réuni, marquant ainsi le point de départ officiel de cette mission cruciale qui allait changer le cours des événements pour les semaines à venir. Attendez un instant, s'il vous plaît. Commandant de bataillon, chef d'état-major adjoint et autres officiers, où se sont-ils enfuis? Des personnes abandonnées? On les a abandonnés. On vous a abandonnés, vous et les soldats? Et ils ont fui dans la forêt. Ces 20 habitants de Kozyrov sont rentrés chez eux lors du dernier échange de prisonniers. Nous, citoyens de la Fédération de Russie, rentrons chez nous aujourd'hui. Merci à notre commandant suprême en chef, Vladimir Poutine, à Ramzan Akhmatovitch Kadyrov et au ministère de la Défense. Akhmat, culpabilité. Russie, guerre. Mais le plus intéressant, c'est que, parallèlement à l'histoire selon laquelle les Kozyrovites ne se rendent pas, le commandant Akhmat a assuré qu'il ne renverrait pas les combattants qui se rendraient volontairement. De plus, Apti Alaoudinov conseilla aux Kadyrovites capturés de tout faire pour se faire tuer. J'ai une question. Pour ceux d'entre vous qui se sont rendus volontairement, à quel point devez-vous être dans l'erreur pour penser que je plaiderai, demanderai ou ferai quoi que ce soit pour vous sortir de cette captivité? En réalité, je ne vous respecte absolument pas. Je ne pense même pas que vous méritiez de vivre. Parce que je m'étonne de voir comment vous comptez vivre après avoir levé les mains et vous être rendus comme des fillettes. Comment allez-vous regarder vos proches dans les yeux? Comment allez-vous regarder vos enfants, vos petits-enfants dans les yeux? Franchement, même maintenant que vous êtes en captivité, levez-vous simplement, prenez quelque chose, un stylo, un clou, bon sang, jetez-vous sur quelqu'un et faites tout pour qu'on vous tue. Pour que vous puissiez finir votre chemin, au moins maintenant, en homme. À votre avis, à quel moment la légende d'Akhmat a-t-elle commencé à décliner? Comme on dit, qui cherche trouve toujours, mais s'il s'agit de la Russie, il y a toujours un « mais ». Je vais vous expliquer tout de suite. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, à Moscou, le général Vladimir Alexeyev a failli se faire descendre. Le chef adjoint du renseignement militaire de la Fédération de Russie a été la cible d'une tentative d'assassinat. Mais hélas, il a survécu. Immédiatement après l'attentat, la propagande russe a commencé à affirmer que c'était l'Ukraine qui voulait éliminer leur haut responsable militaire. À Kiev, au même moment, on niait tout lien avec cette tentative d'assassinat ratée. Mais le Kremlin s'est obstiné à chercher une piste ukrainienne dans cette affaire. Et il a fini par en trouver une, enfin presque. La veille, le FSB a arrêté des suspects dans la tentative d'assassinat contre Alexeyev. L'un d'eux, Lyubomir Korba, a eu le temps de s'enfuir à Dubaï, où il a finalement été arrêté. Son complice, Victoria Vazina, a été arrêtée à Moscou. Une autre assistante du tueur à gages, Zinaïda Serebritskaya, aurait, selon les affirmations, fui en Ukraine. Et, le plus intéressant, c'est que les 3 sont citoyens de la Fédération de Russie. Le FSB insiste sur la piste ukrainienne et finit par trouver une trace, bien qu'il l'ait en réalité fabriquée, le comité d'enquête. La Fédération de Russie affirme que le principal coupable, le tueur à gages Korba, est originaire d'Ukraine. L'identité de l'exécutant a été établie. Quelques heures après avoir commis le crime, il a quitté le territoire russe et s'est envolé pour les Émirats arabes unis. Il s'agit d'un natif de la région de Ternopil, en RSS d'Ukraine, aujourd'hui citoyen de la Fédération de Russie, Lyubomir Korba, né en 1960. À la suite des mesures prises par les agents opérationnels du FSB, du ministère de l'Intérieur de Russie et des enquêteurs du comité d'enquête, ainsi que par les autorités compétentes des Émirats arabes unis, le suspect a été arrêté et extradé vers la Fédération de Russie. Il a été établi que Korba est arrivé à Moscou à la fin du mois de décembre de l'année dernière sur ordre des services spéciaux ukrainiens afin de commettre un attentat terroriste. Mais la cible de cette tentative d'assassinat ratée, le général Alexeyev, lui aussi originaire d'Ukraine, de la région de Vinnytsia. Combien de fonctionnaires du Kremlin sont nés là-bas et ont grandi en Ukraine? Je ne pourrais même pas les compter. Avec une telle logique, un certain Kirill Dmitriev pourrait être dangereux pour Poutine. Son père vit toujours à Kiev.
C'est pourquoi, dans ce contexte, il ne faut pas oublier la théorie selon laquelle Alexeyev aurait pu être éliminé par les siens. Par exemple, pour sa collaboration étroite avec le rebelle Evgueni Prigojine. C'est justement Alexeyev qui enregistrait la vidéo avec le fondateur du groupe Wagner lors de sa marche sur Moscou. Et selon vous, qui ? Et pourquoi aurait-on voulu éliminer le chef adjoint du GRU ? La Russie prépare une nouvelle offensive ? Les analystes de l'Institute for the Study of War écrivent que la Russie activera ses réserves stratégiques, qu'elle prépare depuis 2025, dès ce printemps. Dans leur analyse, les experts se réfèrent aux prévisions de l'observateur militaire Konstantin Machevets, qui estime qu'une nouvelle offensive d'envergure de la Russie pourrait commencer dès avril. Et elle sera concentrée sur les axes Slaviansk-Kramatorsk ou Orekov-Zaporizhia. Mais en même temps, l'Institut doute que la Russie soit capable de réaliser ses plans ambitieux, compte tenu de la situation actuelle. Les occupants ont beaucoup à faire sur le front. À l'heure actuelle, les occupants sont bloqués au niveau des objectifs tactiques et n'obtiennent aucun succès sur les axes mentionnés. Mais pendant que la Russie élabore de nouveaux plans grandioses, les forces armées ukrainiennes réduisent de façon spectaculaire en poussière les dépôts et les postes de commandement de l'ennemi. L'état-major général a confirmé des frappes réussies contre des cibles militaires sur le territoire temporairement occupé de la région de Zaporizhia. Il s'agit d'un poste de commandement, d'un dépôt et d'un regroupement de forces ennemies. En particulier, dans la nuit du 8 février, un convoi de soutien logistique de l'unité ennemie a été touché dans la région temporairement occupée de Rozovka, dans la région de Zaporizhia. Hier, dans la zone de la localité de Krasnogorskaya, également dans la région de Zaporizhia. La zone de concentration des forces ennemies a été frappée. Également dans la région de Donetsk, près de la localité de Novoekonomicheskoye, un poste de commandement de drones ennemis a été détruit. L'approvisionnement des occupants. Les forces de défense de l'Ukraine les détruisent avec succès également sur la ligne de contact. Les drones kamikazes du 3e corps d'armée ont incendié un camion. Un complexe robotisé terrestre a frappé une antenne ennemie. Les équipages ont également agi de manière épique. Le groupe Lazar de la Garde nationale d'Ukraine. Dans la direction de Zaporizhia, ils ont détruit un système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad. Et lors d'une seconde frappe, ils ont également détruit le stock de munitions du véhicule. Ils détruisent aussi l'approvisionnement de l'ennemi dans la direction sud-Slobojane. Les opérateurs de drones d'attaque de la brigade frontalière GAR ont détruit 8 véhicules que l'ennemi utilisait pour transporter des munitions et du personnel. Ils ont également réussi à frapper des moyens de communication. Et bien sûr des effectifs ennemis. Pour ma part, je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent la ligne de front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. L'état-major général de l'Ukraine a confirmé une frappe sur le terrain d'entraînement de Kapustin Yar, d'où la Russie lance sur notre pays son fameux Oreshnik. Des installations de maintenance de missiles balistiques ont été endommagées. Oui, c'est une gifle retentissante des forces armées ukrainiennes adressée personnellement aux criminels de guerre Poutine. Kapustin Yar est l'endroit d'où sont lancés des centaines de missiles contre l'Ukraine. C'est aussi là qu'est lancé ce fameux Oreshnik. Mais se pourrait-il que l'arme la plus effrayante de Poutine ait trouvé sa fin ? Les missiles ukrainiens Flaminda ont réduit en miettes le polygone de Kapustin Yar. Ce même site d'où était lancé Oreshnik a été transformé en ruine. Au cours du mois de janvier, les forces de défense ukrainiennes ont frappé le polygone Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan, en Russie. Il est important de noter que la frappe a eu lieu au moment du processus de négociation à Abu Dhabi. Cela a considérablement renforcé la position de la délégation ukrainienne lors des négociations. C'est un coup extrêmement sérieux, à la fois sur le plan informationnel, politique et militaire, porté à la Fédération de Russie. Je rappelle qu'Oreshnik était utilisé comme un élément de pression politico-militaire non seulement contre l'Ukraine, et maintenant il s'avère que l'Oreshnik lui-même se trouve dans la zone de portée du missile balistique ukrainien Flamand Rose. Il s'agit de l'infrastructure du polygone, en particulier d'un complexe de bâtiments de type hangar, où se déroule la préparation au lancement des missiles balistiques intercontinentaux. C'est là que le coup principal a été porté.
en dehors. Indépendamment du fait que les lanceurs aient été détruits ou non, la destruction du hangar de préparation au lancement de l'Oreshnik constitue un coup extrêmement sérieux porté aux positions de la Fédération de Russie dans la perspective historique à court terme. De l'Oreshnik précisément depuis le polygone de Kapustin Yar. Autrement dit, il se trouve déjà pratiquement dans la zone d'action du feu des forces de défense de l'Ukraine. Et cela change radicalement tout l'équilibre des forces. Surtout, un missile ukrainien figurait parmi les armes et pouvait probablement intercepter les missiles balistiques de Poutine. Les missiles balistiques de Poutine. Un autre point, la distance et la profondeur. Selon les données, la précision probable d'impact du missile Flamand Rose est d'environ 160 mètres et sa charge de combat la surpasse même. Les Tomahawks américains. C'est précisément le Flamand Rose, avec une portée de plus de 3000 km, qui, selon les informations des services de renseignement ukrainiens et, par conséquent, des partenaires occidentaux, voit désormais sa production portée à 2 unités par jour. C'est une arme de représailles. C'est avec cela que la partie ukrainienne répondra désormais de manière adéquate à tout acte terroriste de la part du pays agresseur. Mais ce qui surprend, c'est la défense anti-aérienne russe, soi-disant sans équivalent. Kapustin Yar est un site militaire stratégique, il n'y en a pratiquement qu'un seul comme celui-ci dans toute la Russie. Et normalement, il est d'usage qu'il soit protégé. La défense anti-aérienne russe s'est révélée absolument incapable de repousser les frappes, même contre un site militaire stratégique comme le terrain d'essai de Kapustin Yar. Je souligne encore une fois que la balistique ukrainienne a traversé pratiquement tout le territoire de la Fédération de Russie, en dehors de la zone d'action des systèmes de défense anti-aérienne. Et cela représente à la fois des pertes d'image et des pertes militaires pour la Fédération de Russie. Mais la question principale est la suivante. Qu'est-il arrivé à Oreshnik après une telle attaque ? Apparemment, le hangar a été détruit, ainsi que la possibilité d'effectuer des travaux de préparation au lancement. À l'heure actuelle, la partie russe n'en a pas la capacité. L'infrastructure du site d'essai et en premier lieu les ateliers de préparation au lancement ainsi que les rampes de lancement. Selon toute vraisemblance, ils ont subi des dégâts extrêmement importants et sévères, qui pourraient compromettre durablement et pour une très longue période la capacité même d'utiliser ce site d'essai à l'avenir. Il semble que Moscou soit en danger. Le nombre de missiles de fabrication ukrainienne va augmenter. La société fabricante Flamingo a annoncé la fin des essais des nouveaux missiles balistiques FP-7 et FP-9 capables d'atteindre Moscou depuis Saint-Pétersbourg. La veille, nous avons parlé du fait qu'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie pourrait soi-disant être conclu dès le mois de mars. Enfin, du moins, c'est ce qu'écrit l'agence Reuters. Alors, il y a un complément à ces prévisions. Ce ne sera pas en mars, bien sûr, mais un cessez-le-feu était possible dans les 4 prochains mois. Et Associated Press écrit que c'est précisément le temps dont disposent Zelensky et Poutine pour parvenir à un accord. Sinon, Trump augmentera la pression à la fois sur l'Ukraine et sur la Russie. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas mettre fin à la guerre le plus vite possible, mais au contraire. Voici par exemple le chef de la conférence de Munich, Wolfgang Ischinger. Il est convaincu qu'un cessez-le-feu en Ukraine représente un risque pour l'OTAN. Tant que l'Ukraine protège l'Europe, le danger n'est pas aussi grand, a-t-il expliqué en tant que chef de la MSC. Selon lui, cela signifie que l'armée russe est concentrée sur la conduite d'opérations militaires contre un pays voisin. Les forces armées russes perdent des milliers de soldats chaque semaine, a indiqué Ischinger. Dès qu'un cessez-le-feu sera atteint en Ukraine, la situation changera, estime l'interlocuteur du Der Tagesspiegel. Dans ce cas, le président russe Vladimir Poutine pourra poursuivre le réarmement en temps de paix et la menace pour les pays de l'OTAN augmentera sur le flanc Est.
Eh bien merci, au moins ils ont reconnu que l'Ukraine protège l'Europe. Et vous, qu'en pensez-vous de cette déclaration? L'Ukraine est désormais officiellement l'ennemi de la Hongrie. Sérieusement? Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a publiquement qualifié l'Ukraine d'ennemi lors d'un événement de son parti Fidesz le 7 février, dans la ville de Szombathely, selon les propos du copain de Poutine. L'Ukraine, soi-disant, exige constamment de Bruxelles de couper la Hongrie de l'énergie russe bon marché. Il a déclaré que cela entraînerait une forte augmentation des tarifs des services publics pour les familles hongroises. Tant que l'Ukraine fait cela, je m'excuse, elle est notre ennemie. L'Ukraine touche à nos intérêts fondamentaux. Orbán a souligné que ses liens avec la Russie et sa neutralité face au conflit sont une question de sécurité nationale. De plus, il a déclaré que Budapest n'enverrait pas de militaires en Ukraine sous le gouvernement Fidesz. Sur fond de chute dans les sondages, le parti d'Orbán est devancé par l'opposition TISA de Péter Magyar. Le Premier ministre renforce fortement la rhétorique anti-ukrainienne et anti-bruxelloise. Il effraie à nouveau les Hongrois avec des scénarios d'entraînement dans la guerre, du transfert de l'argent des Hongrois en Ukraine jusqu'à une éventuelle mobilisation de la jeunesse hongroise et le déploiement de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Parallèlement, comme le rapporte RIA Novosti, Orbán a déclaré que la Hongrie soulèverait à Bruxelles la question de la mobilisation en Ukraine, notant que Budapest ne tolérera pas la conscription des Hongrois de Transcarpathie en URSS et promet une aide à leurs familles. Que pensez-vous d'un tel voisinage amical de la part d'Orbán? Écrivez vos avis dans les commentaires. En Grèce, un colonel de l'armée de l'air a été arrêté pour espionnage au profit de la Chine. Les autorités grecques ont arrêté un colonel de 54 ans, spécialiste des télécommunications de l'armée de l'air, qui commandait récemment une unité de formation spécialisée dans les communications et les systèmes électroniques. Auparavant, il servait à l'état-major de l'armée de l'air et avait accès aux réseaux secrets de l'OTAN. Selon l'enquête, le colonel transmettait des données secrètes à la Chine via des canaux chiffrés. Il utilisait spécialement un second appareil mobile. Les informations concernaient des projets de l'OTAN, des systèmes de défense anti-aérienne, y compris la modernisation des Patriotes, des achats d'armes et la planification militaire. L'enquête a été lancée après un signalement des services de renseignement occidentaux, qui ont averti leurs collègues grecs d'une fuite. Lors des interrogatoires, le colonel a reconnu sa culpabilité et a donné le nom de son contact chinois. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. L'enquête vérifie actuellement s'il avait un complice. Il est possible qu'il ne s'agisse que d'une partie d'un réseau d'espionnage chinois, plus vaste en Europe. La Chine ne participera pas aux négociations sur les armes nucléaires. Le représentant de la RPC auprès de l'ONU à Genève, Tian Shen, a déclaré que les capacités nucléaires de la Chine ne sont pas comparables à celles de la Russie ou des États-Unis. C'est pourquoi Pékin ne voit pour l'instant aucun intérêt à des négociations multilatérales. Selon lui, la responsabilité principale de la réduction des arsenaux incombe aux États qui possèdent les plus grandes réserves d'armes nucléaires. Les États-Unis, de leur côté, continuent de moderniser leur arsenal afin de négocier en position de force. Le secrétaire d'État Marco Rubio a souligné que les anciens traités entre les États-Unis et la Russie ne reflètent plus la réalité. La Chine est devenue un acteur sérieux, tandis que la Russie a suspendu sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives dès 2023. Pendant ce temps, Moscou déclare être prête à discuter de la réduction des armes nucléaires, mais uniquement avec la participation du Royaume-Uni. Et de la France, fin des Shahed. La Suède et le Danemark financent conjointement la livraison de systèmes antiaériens spéciaux Tridon Mk2 à l'Ukraine pour lutter efficacement contre les Shaheds russes. Les livraisons commenceront dans les 12 prochains mois. De plus, le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a annoncé la création d'un dôme anti-drones ukrainien. Voilà cette nouvelle. L'Ukraine recevra déjà au cours des 12 prochains mois les premières installations anti-aériennes Trident Mark II. Elles sont destinées à la destruction des drones d'attaque de type Shahed. Le financement de ces installations anti-aériennes uniques a été assuré par la Suède et le Danemark dans le cadre d'une initiative conjointe visant à renforcer la défense anti-aérienne ukrainienne, pour un montant total d'environ 226 millions d'euros. Cette annonce a été faite par les ministres de la Défense des deux pays, Poul Johnson et Troels Lund, lors d'une conférence de presse conjointe. Olsen. Le Trident Mark II est un système anti-aérien moderne de Biosystems.
Elle est équipée d'un canon Bofors de 40 mm, capable d'atteindre des cibles aériennes à une distance de 12 à 13 km, avec une cadence de tir de 200 à 300 coups par minute. L'installation elle-même est montée sur un camion civil Scania, avec une configuration de roues 6x6, ce qui permet un déploiement rapide en utilisant les routes publiques. L'utilisation de munitions programmables Bofors 3P permet de détruire les drones, les missiles de croisière et les hélicoptères avec une grande précision en créant un nuage d'éclats juste devant la cible. C'est l'un des éléments de la défense antiaérienne en général que notre pays va développer aujourd'hui. Ce n'est pas une sorte d'arme miracle, bien sûr, mais il s'agit d'un armement assez efficace, du moins selon ses caractéristiques tactiques et techniques, qui nous aidera réellement à abattre les cibles aériennes ennemies dans ce qu'on appelle la basse altitude. Autrement dit, il s'agit de drones de type Shahed ou Geran, ainsi que du Gerbera notamment. Les médias rapportent que la fabrication d'un Trident Mark II prend environ 15 mois. Et une partie des systèmes destinés à l'Ukraine est déjà en cours de production. On s'attend à ce que ces canons antiaériens deviennent une solution relativement économique et efficace dans la lutte contre les drones russes. C'est l'un des éléments de la défense antiaérienne qui est actuellement en cours de modernisation dans notre pays. Il est évident qu'aujourd'hui, ces éléments constituent la lutte directe contre les drones eux-mêmes au moyen d'armes classiques, c'est-à-dire y compris les canons anti-aériens dont nous parlons, ainsi que les équipements et armements antimissiles. Cela inclut également l'utilisation de drones intercepteurs et de groupes de tir mobiles. Hier, le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a annoncé la création d'un dôme anti-drones ukrainien. Sur instruction du président, nous modifions notre approche en matière de protection de l'espace aérien. La transformation d'un tel système ne se fait pas en quelques jours, mais elle doit commencer dès aujourd'hui afin de résoudre définitivement ce problème. Notre mission est de construire un dôme anti-drone au-dessus de l'Ukraine. Un système qui ne réagit pas après coup, mais qui détruit la menace alors qu'elle est encore dans les airs. Selon Fedorov, le dôme anti-drone n'est pas une question d'avenir. Il s'agit de survivre aujourd'hui et de permettre à l'Ukraine de se développer même en temps de guerre. Ce n'est donc pas le dôme israélien et ce n'est pas non plus le futur dôme doré de Trump. Évidemment, la question de savoir s'il existera relève des Américains, pas de nous. Aujourd'hui, tout d'abord, notre pays a une superficie vraiment très grande. Le nombre d'objets à protéger est également très important. Mais en fin de compte, la chose la plus importante, c'est la sécurité des personnes. Et aujourd'hui, de façon très active, pour être honnête, moi, il n'y en a aucune. Il s'agit de n'importe quelle autre nation souveraine située n'importe où ailleurs dans le monde entier, englobant ainsi tous les différents pays et les divers territoires internationaux existants. Au monde n'a une telle expérience de lutte contre les attaques aériennes que l'Ukraine. Chaque jour et chaque nuit, des centaines de drones ennemis attaquent notre pays. En 2025, la Russie a lancé jusqu'à 100 000 Shaheds et autres types de drones contre l'Ukraine. C'est pourquoi il est nécessaire de construire un système qui fonctionne non pas de manière ponctuelle, mais à l'échelle de tout le pays. C'est une défense en profondeur. Ce n'est pas, disons-le ainsi, pour que les gens se représentent techniquement. Ce n'est pas une sorte de couverture au-dessus du pays, oui, vraiment, comme un dôme, comme tout le monde l'imagine, une sorte de parapluie. Il s'agit justement ici d'une défense en profondeur, c'est-à-dire que cela implique le travail de l'aviation légère, celui de la grande aviation militaire. Cela inclut aussi les drones intercepteurs dont j'ai parlé. Comme un élément, c'est l'utilisation classique des moyens de défense antiaérienne. C'est donc aussi l'action dans les airs, justement assurée par l'aviation, la destruction des cibles aériennes. C'est aussi l'action solaire. Le premier pas vers la protection du ciel ukrainien a déjà été franchi. Un travail conjoint, le ministère de la Défense ukrainien et la société SpaceX ont bloqué le fonctionnement des terminaux Starlink pour les Russes. Les occupants se plaignent massivement de l'impossibilité de rétablir la connexion. Et cela aura un impact sur la coordination des actions de l'ennemi sur toute la ligne de front. Et ce n'est que le début. Alors là-bas en Russie, ne vous détendez pas. La défense ukrainienne ne faiblit pas et est prête à riposter. En Russie annexée et en Crimée, les prix des produits alimentaires et des biens de première nécessité ont brusquement grimpé. La guerre et la crise économique en Fédération de Russie accélèrent l'inflation. Ce sont les citoyens les plus vulnérables qui souffrent le plus.
Que se passe-t-il aujourd'hui sur la péninsule occupée et comment les habitants y réagissent-ils? Tous les détails figurent dans notre documentation. Des variations de prix importantes ont été constatées dans les supermarchés de Crimée, région annexée par la Russie, en début d'année. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi la nourriture est si chère en Crimée? Le 1er janvier, les autorités russes ont augmenté le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Et cela a provoqué une hausse des prix pratiquement sur tout. La seule chose, c'est qu'on essaye de rassurer les gens. On essaye de dire que la hausse de la TVA était une mesure forcée, que la situation va bientôt s'améliorer. Et en principe, là-bas, la situation devrait s'améliorer. La vitesse de la hausse des prix diminuera de 2,6%. Mais malgré tout cela, vous comprenez, il s'agit déjà de manipulation de la part des politiciens lorsqu'ils commencent à parler de réduire le taux d'augmentation des prix. Les habitants de Crimée filment activement des vidéos depuis les magasins et se plaignent de la hausse des prix. Avez-vous seulement vu les prix des produits laitiers? Lait 113 roubles, yaourt Teus 102 roubles, Savushkin 91 roubles, fromage à la crème 185 roubles. Avec les fruits et légumes, ce n'est pas très clair non plus. Pommes de terre 50 roubles, choux 22 roubles, betterave 29 roubles le kilo. 1 kilo de pommes m'a coûté 210 roubles. Œuf 95 roubles. Filet de poitrine 469 roubles le kilo. La hausse des prix en Crimée frappe d'abord les retraités. Sur ces images, la blogueuse de Yalta, Elena Goukova. Elle parle de l'augmentation significative non seulement des prix des produits alimentaires, mais aussi des médicaments. En 2025, j'achetais du rosuvastatine à 195 roubles. Je ne m'attendais pas, bien sûr, à une telle hausse. Je pensais même que les prix des médicaments n'augmenteraient pas. Ce sont des médicaments, on ne peut pas vivre sans eux. Et voilà, je suis allée à la pharmacie et regardez combien ça coûte maintenant. 250 roubles. Les chocolats les moins chers coûtaient des roubles. 79, il me semble. C'était les chocolats les moins chers. Maintenant, ils coûtent 200 roubles. 200 roubles. C'est-à-dire que le prix a doublé. Actuellement, le niveau d'inflation en Crimée annexée dépasse la moyenne russe. L'indice d'inflation a atteint presque 107%. Pour la Crimée, une inflation plus élevée est une tendance persistante depuis toutes ces années d'annexion. Les experts sont convaincus que le niveau réel de l'inflation en Crimée pourrait être bien supérieur à celui officiellement annoncé. Le chef du centre de ressources des Tatars de Crimée, Eskander Bariev, explique que les prix ont effectivement augmenté pour presque toutes les catégories de produits. Et il ne s'agit pas seulement de nourriture. Les prix des produits laitiers ont augmenté. La qualité des produits laitiers a diminué. Puis les prix du pain et des produits de boulangerie ont augmenté. Le matériau est cher, disons que la construction est très coûteuse. Cette hausse des prix n'est pas uniquement due à l'augmentation de la TVA. Il existe un certain nombre d'autres raisons. L'un des points principaux concerne la question de la logistique. L'absence de liaison aérienne, la surcharge des chemins de fer et la priorité donnée au transport militaire ont un impact direct sur le coût des services. La Crimée a toujours été subventionnée. Et en outre, quand on parle de logistique, il faut acheminer des produits en Crimée. Il faut livrer des matériaux de construction en Crimée. À l'époque ukrainienne, cela se faisait bien sûr par chemin de fer, par des transports venant d'Ukraine, de la partie continentale de l'Ukraine. C'est pourquoi la logistique était beaucoup plus simple, mais les prix étaient aussi différents. Un facteur supplémentaire a été la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Les médias rapportent que la Crimée est surchargée de militaires. Et les campagnes de mobilisation et de contrats créent une charge financière directe sur les budgets locaux. Là-bas, on commence à donner toutes sortes d'explications. Certains essaient de justifier que c'est lié, y compris avec l'opération militaire spéciale, car cela nécessite ici des dépenses supplémentaires pour l'armée, etc. Les frappes sur les dépôts de pétrole en Crimée ont également contribué à la hausse des prix. Tout d'abord, il y a eu de sérieux problèmes à cause des explosions dans les dépôts pétroliers. Et lorsque les prix de l'essence ont augmenté, et même lorsqu'il n'y avait tout simplement plus d'essence, cela a aussi eu un impact. Cela a également affecté, disons, la partie production.
Cela a eu un impact, par exemple, lors de la récolte à l'automne et ainsi de suite, c'est-à-dire des aspects logistiques. Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie diminuent, la plupart des budgets régionaux deviennent déficitaires et la Crimée continue d'exister exclusivement grâce aux injections fédérales. Compte tenu des problèmes économiques généraux en Russie, on prévoit également une nouvelle baisse du niveau de vie en Crimée, qui dépend des subventions. La Crimée est une région subventionnée. Sans soutien extérieur, il est assez difficile pour la Crimée de survivre. Ici, beaucoup dépendra de la situation économique générale de la Fédération de Russie elle-même. Et nous constatons que, du fait de la politique de sanctions, du déficit budgétaire et du fait que, de fait, nous recevons moins depuis février. Budget impacté par des problèmes liés à la vente de pétrole et de gaz. La Fédération de Russie, principale source de problèmes, est confrontée à de graves difficultés. Et par conséquent, cela se reflètera forcément aussi en Crimée. Je ne pense pas qu'il soit utile de parler d'amélioration ici. Et une vie aussi difficile s'installe partout où la Russie pose le pied. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt!